Révolution digitale, épisode 10. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution Digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast qui vous présente en français le parcours des entrepreneurs les plus inspirants en francophonie, mais aussi dans le reste du monde. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, merci pour votre visite. Révolution Digitale est diffusée 2 fois par semaine, tous les mardis et les jeudis, et les comptes rendus de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou votre flux RSS préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans les comptes rendus de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Notre invité d'aujourd'hui veut faire de l'Afrique le premier fournisseur de développeurs au monde. Il a une vision, celle d'une Afrique au centre de l'écosystème mondial du secteur des logiciels. Celui pour qui le coding est une seconde nature est né au Cameroun et part en France à l'âge de 7 ans. Ingénieur diplômé de l'INSA Lyon, il fonde en 2005 Obgis. Ce centre d'apprentissage en informatique a déjà formé plus de 3000 personnes dans l'Hexagone et compte des équipes au Cameroun, Sénégal et en Côte d'Ivoire. Désireux de mettre également ses compétences techniques, pédagogiques et entrepreneuriales au service de la lutte contre le chômage des jeunes en Afrique, il met en place les initiatives African Geek et 10 000 codeurs, qui comptent former 10 000 informaticiens d'ici 2025. Tribu Digitale, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Douglas Mbiandou. Douglas, bonjour. Bonjour. Alors, êtes-vous prêt à nous inspirer aujourd'hui ? Je suis prêt à inspirer vos auditeurs. Super. Alors, Douglas, je viens de donner un petit résumé de qui vous êtes à la Tribu Digitale. Voulez-vous y rajouter quelque chose et est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle ? Alors, la bio est très bonne. Parfait. Félicitations. En ce qui concerne, pour compléter peut-être ma vie personnelle, donc je suis marié. J'ai 3 merveilleux enfants que j'ai eus avec ma femme non moins merveilleuse, Fanta, que j'ai rencontré au Sénégal il y a 10 ans, alors que je démarrais mon activité. Alors Douglas, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus au sujet de votre projet du moment ? Alors, il y a votre société Obgis, j'espère que je prononce bien, mais il y a aussi 10 000 codeurs. C'est plutôt un projet que vous avez sur le côté ou est-ce que c'est une société que vous avez créée ? Alors, Obgis, c'est effectivement un centre de formation professionnelle, donc ça fait 12 ans. Donc j'ai créé 5 ans à avoir quitté mon école d'ingénieur, après 5 ans donc d'activité en tant que salarié. J'ai créé cette société, comme vous l'avez précisé, 3000 personnes formées aujourd'hui. Donc ça, c'est du business, d'accord ? C'est un centre de formation traditionnel destiné à des adultes dans un secteur qui est la programmation, en particulier dans un langage de programmation qui est Java. Et puis, 10 000 codeurs, c'est mon coup de cœur. 10 000 codeurs, c'est le projet qui, on va dire, alors que j'ai aujourd'hui 40 ans, 41 ans, c'est le projet qui donne sens, je dirais, à ma vie. C'est le projet qui me permet de me projeter, en fait, en tant que personne qui contribue, entre guillemets, à la bonne marche de l'humanité, avec une sensation de devoir jouer un rôle de grand frère pour tous ces jeunes que je rencontre en Afrique, qui sont intelligents, qui sont brillants, qui sont curieux, mais malheureusement, qui, faute d'encadrement d'après moi, faute de rôle modèle, n'ont pas d'espoir. Et pour certains d'entre eux, comme vous le savez malheureusement, ils tombent dans le banditisme et puis certains fuient le continent. Donc voilà, 10 000 codeurs, c'est une association, d'accord ? C'est une association loi 1901, donc déclarée ici à Lyon, une association à but non lucratif qui a pourtant une ambition titanesque. Et cette ambition, je pense, va dans le sens de l'histoire, du numérique, de la jeunesse africaine. Et alors,
un des objectifs de 10 000 codeurs, c'est de faire donc du continent africain le premier fournisseur de développeurs au monde. Alors, comment est-ce que vous vous y prenez pour ça? C'est quoi votre plan? Alors, il y a d'abord cette notion de mindset. Vous savez, aujourd'hui, en Afrique, il y a plusieurs faits. Il y a des jeunes, il y a du chômage, et puis il y a le numérique. Les jeunes consomment le numérique, les jeunes sortent de l'école, ils sont au chômage, et puis les jeunes manquent de confiance en eux. Moi, j'ai vu un petit peu tout ça, et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux contribuer? Non seulement je vais essayer de contribuer à apporter de la connaissance à ces jeunes, puisque mon parcours professionnel montre que j'ai aujourd'hui un savoir-faire que je souhaite désormais, à travers 10 000 codeurs, fournir à ces jeunes. Donc, je leur donne une compétence, un savoir-faire opérationnel qui leur permet d'avoir un emploi, voire pour certains de créer une start-up. Mais j'ai aussi cette volonté de changer le mindset, de faire en sorte qu'ils se disent que non seulement ils sont compétents, mais en plus, fort du bonus démographique, et ben en fait que le monde entier, comme on le sait, dans 30 ans, une personne sur 4 en Afrique, mais en plus le monde entier va venir sur le continent pour chercher leurs compétences. Alors la question c'est comment je vais faire? C'est la question que me posent ceux qui n'y croient pas d'ailleurs. Comment tu vas faire, Douglas? C'est pas possible. En fait, j'ai déjà commencé à faire, on en parlera peut-être tout à l'heure pour les 100 premiers, c'est de transmettre déjà à des experts, transmettre à des développeurs expérimentés mon savoir-faire pédagogique. Je crois beaucoup au présentiel. Je crois beaucoup au modèle. Lorsque vous êtes jeune et que vous avez à côté de vous un grand frère qui a 5 ans, 10 ans d'expérience dans un secteur porteur et que ce grand frère arrive à trouver les mots et avoir la pédagogie pour vous transférer une compétence qui aujourd'hui fait sa réussite, je suis convaincu que non seulement vous allez avoir des compétences techniques, que vous auriez peut-être d'ailleurs pour certaines compétences pu avoir sur Internet, à travers des MOOC, mais en plus, vous allez avoir un sentiment de confiance parce que ce grand frère est là. Et donc moi aujourd'hui, à travers 10 000 codeurs, je cherche à former 200 grands frères. 200 informaticiens professionnels qui ont au minimum 3 ans d'expérience dans le secteur d'activité qui est le nôtre, et à qui je vais fournir le vernis pédagogique qui fait le succès de mon centre de formation professionnelle. C'est ça la clé en fait de 10 000 codeurs. C'est une armée de 200 formateurs qui vont former ces 10 000 jeunes. 200 professionnels de l'informatique, déterminés comme moi à donner du sens à leur vie, à partager leurs connaissances, à 10 000 jeunes, déterminés eux à faire du numérique un vecteur de leur émancipation, et en arrière-plan à faire du continent africain donc un pilier du numérique en Afrique. Donc voilà un petit peu le centre. Donc on forme, on crée ce réseau de 200 qui sont physiquement sur le continent. Aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, on en a 3. Au Sénégal, on en a 4. En Côte d'Ivoire, on en a 3. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Comment arriver à 10 000 codeurs? Donc, au début, ce sera d'abord beaucoup de présentiel. Moi, je crois beaucoup au présentiel. J'aime bien les formations à distance, mais je crois beaucoup à la transmission physique. Je crois beaucoup à cette identification que va faire l'apprenant envers ce grand frère, et ça colle très bien avec la dimension sociale qui est présente sur le continent. Voilà, aujourd'hui, il y a 100 jeunes qui nous font confiance. Ces 100-là, ils ont des grands frères, et vous vous en rendez compte un petit peu si vous allez sur le Facebook de 10 000 codeurs ou le Facebook des différents Obgis en Côte d'Ivoire, puisque les témoignages commencent à arriver, vidéo, audio, et c'est dans quelques mois que nous verrons effectivement des visages, puisque nous allons faire des reportages sur ces 100-là, afin que eux aussi, un peu comme nos 200, soient inspirants pour les prochains bénéficiaires d'10 000 codeurs. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de rôle modèle, cette idée de dire on va avoir quelqu'un à qui s'accrocher, quelqu'un qui va nous apporter du savoir, et puis finalement on va y arriver. Nous, on est jeunes, mais ces grands frères ont confiance en nous, ils veulent nous donner des compétences, on va s'accrocher, on va y arriver. Ils nous promettent qu'au bout il y a l'insertion, au bout il y a l'emploi, et on va s'accrocher, on va y arriver.
Tribu Digital, gardons ça à l'esprit. Nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Douglas, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Alors Douglas, commençons par cette question. Nous l'appelons l'appel à l'aventure. Alors, quand avez-vous su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? Alors, j'ai su après le bac, globalement, que j'avais, on va dire, des aptitudes à bien communiquer. Ça, je l'ai senti. Maintenant, la volonté, donc ce que je voulais d'abord, c'est d'abord être ingénieur. Parce que la famille, voilà, c'était important pour la famille, parce que je savais que l'école était un vecteur de réussite, et comme de nombreux étudiants, je m'arrêtais là. Donc certains disent passe ton bac d'abord, moi j'ai dit deviens ingénieur d'abord. Donc j'ai atteint mon objectif de devenir ingénieur. Quand je suis devenu ingénieur, on m'a dit si tu es ingénieur, il faut que tu sois salarié quelque part et que tu gagnes ta vie. La famille aidant aussi, puisque dans mon modèle de ma famille, c'était finalement ça, la réussite. Comme dans le modèle de beaucoup de familles, la réussite, c'est être salarié. On en reviendra peut-être tout à l'heure par rapport au projet et par rapport à l'Afrique, et par rapport aux écoles d'ailleurs africaines, et par rapport aux familles africaines, pour lesquelles le modèle, c'est d'abord deviens quelqu'un en étant salarié quelque part, obtiens ton salaire mensuel et couvre les besoins qui sont les tiens et ceux de ta famille. Donc, je suis entré dans ce schéma-là. J'ai intégré un grand groupe informatique. Secrètement, je mûrissais l'espoir de devenir entrepreneur, mais on m'avait conseillé en me disant « fais d'abord les erreurs chez les autres ». Et j'ai fait quelques erreurs d'ailleurs, professionnellement, dans l'entreprise pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, pour répondre à la question « qu'est-ce qui a fait que je bascule ?», j'ai eu un manager qui, d'après moi, n'était pas à la hauteur. J'ai eu un chef qui, d'après moi, n'était pas un bon chef. Contrairement à ceux que j'avais eus au préalable, qui avaient du recul, qui avaient de la bienveillance, qui comprenait mon immaturité professionnelle et qui couvrait à certains égards certaines de mes erreurs, j'ai eu un chef qui, lui, n'était pas un chef et je ne me reconnaissais pas en lui un leader. J'ai eu une altercation avec lui en lui disant « écoutez, je pense que vous n'avez pas les compétences pour être mon chef ». Et lui m'a dit « écoute, si t'es pas content, tu pars et tu crées ta propre boîte ». C'est comme ça que j'ai eu l'idée de devenir mon opérateur économique. J'ai eu l'idée de me challenger moi-même en me disant et si non seulement je devenais un chef, mais je devenais un chef, mon propre chef, et si je faisais en sorte qu'en étant un acteur économique, j'avais comme client finalement la société dans laquelle je suis. C'est un peu comme ça qu'est venue l'idée de créer ma propre activité. Et alors Douglas, vous parliez de faire des erreurs en entreprise. Vous avez lancé votre affaire après avec Obgis. Et en tant qu'entrepreneur, on a aussi des moments difficiles. Alors peut-être parlez-nous un peu maintenant de votre pire moment en tant qu'entrepreneur. Donc on parle souvent de l'échec chez l'entrepreneur. Chez les anglo-saxons, l'échec est vu comme un vecteur de la réussite. Je le dis souvent dans ce podcast. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et racontez-nous quel a été votre pire moment en tant qu'entrepreneur. Alors, je peux peut-être raconter mes premiers moments difficiles. Je me rappelle de ce courrier des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée, que j'ai eu à peu près 2 ans et demi, 2 ans après la création de mon entreprise, et un courrier qui me fait comprendre que je dois à peu près 20 000 € à l'État français. Wow. Est-ce que vous voyez ? C'est la lettre qu'on ne veut jamais recevoir, ça. J'ai le souvenir précis de ce moment où l'État français me dit que j'ai confondu mon argent avec l'argent de l'État. Et donc, il faut rembourser. Voilà un moment difficile parce que je n'avais pas cette trésorerie. Je n'avais pas cet argent-là sur mon compte. Et donc ça, c'était un moment difficile. C'est alors que j'ai pu comprendre que, en lisant le parcours d'autres entrepreneurs, j'étais à peu près à ce moment où, vous savez, on dit l'entreprise, il faut qu'elle vive 3 ans. Oui. Quand elle a vécu 3 ans, après, ça va. Et je comprends que ces 3 ans, ça correspond à peu près au moment où l'ardoise arrive. C'est-à-dire qu'on vous demande de rendre des comptes. Soit sur les impôts, donc la TVA, soit sur le régime social. Calendrier fiscal, calendrier social. Ce sont les 2 premières erreurs que j'ai pu faire en tant qu'entrepreneur. J'ai un petit peu mélangé. Donc voilà un petit peu mon moment difficile au début. J'ai su, je vous parlais de mes aptitudes à communiquer et puis à échanger et être dans le dialogue. Je me suis rapproché des services de l'État
Et j'ai fait comprendre que je ne pouvais pas payer. Et on s'est arrangé à ce que je puisse payer en 14 fois ces 20 000 euros. Donc, on s'est arrangé et c'est comme ça que j'ai pu gérer ce premier incident qui, je l'ai compris par la suite, était finalement dramatique pour de nombreuses entreprises qui avaient fait et de nombreux gestionnaires qui avaient fait la même erreur que moi. Donc voilà, premier conseil, ne mélangez pas donc l'argent de l'entreprise avec l'argent de l'État. Collectez l'argent de l'État et rendez à l'État ce qui doit aller à l'État. J'ai compris à ce moment-là que je n'avais pas ces aptitudes sur la partie gestion qui me permettraient d'amener ma société à bon port. J'ai donc résolu, et là c'est le volet management, de m'entourer de personnes qui auraient pu pallier à cette carence qui aurait pu s'avérer dramatique pour mon entreprise. Donc vous voyez, on passe d'une erreur financière à une stratégie dans le management pour s'entourer de bonnes personnes. Voilà, et je pense que c'est ce genre de réflexe, le dialogue avec les institutions, et le fait d'essayer de s'entourer de personnes qui vont pallier à mes lacunes, qui fait que j'en suis encore là aujourd'hui. Tribu Digital, prenez bien note des conseils de Douglas. Soyez bien entouré. Alors Douglas, vous êtes bien entouré vous-même des bonnes personnes et c'est ça qui vous a permis un peu de faire basculer les choses. Mais que s'est-il passé ensuite? Quand est-ce que les choses ont vraiment basculé en votre faveur? Quand est-ce que votre business a commencé à fleurir? Et quelles sont les actions concrètes qui ont contribué selon vous à votre réussite? Alors, je viens de vous parler du fait de gérer cette première erreur. D'accord ? Mais ce n'est pas parce que vous êtes en règle avec l'État que votre business forcément décolle. J'étais à l'époque dans une situation où j'étais prestataire de prestataire de prestataire de prestataire. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on vous donne une mission, donc je vais vous donner quelques chiffres, on vous donne une mission et on vous dit « Ah Douglas, tu fais de la formation, c'est très bien, j'ai une mission pour toi et on va te facturer la mission 250 € par jour. » Alors, quand c'est les premières missions, vous êtes content, vous savez ? Parce que vous faites votre calcul entre 250 ou 300, je crois que c'était 300 à l'époque, 300 € par jour, vous voyez, vous faites le calcul sur 20 jours à peu près, ça fait combien ? Ça fait 6 000 €. 6 000 €, vous enlevez un petit peu les charges, vous arrivez à peu près à un salaire net de 3 500 €. 3 500 € lorsque à votre compte, ça vaut bien les 2 500 ou 3 000 € que vous aviez chez les autres. Tout à fait. Donc vous êtes content. Sauf que vous apprenez que au lieu de 300 €, vous pourriez gagner 500, 700, 800, 1000 € si vous étiez le plus proche du client possible. Et donc, la problématique de dire, ce serait bien, c'est bien beau de gagner 6 000 € en un mois, mais si je pouvais les gagner en une semaine ou en 2 semaines, ce serait mieux. Donc, il a fallu se démarquer, cher François. Il a fallu se démarquer et j'ai trouvé une astuce pour me démarquer. On veut tous connaître votre astuce maintenant. Alors, l'astuce pour me démarquer, c'est le partage. Et là, on retrouve une valeur qui sera constante en fait dans mon parcours d'entrepreneur, c'est le fait de partager. Voyez-vous, j'ai créé sur le site d'Obgis à peu près 200 articles techniques que je mets gratuitement à disposition du monde entier. Wow. 200 articles techniques dans mon secteur d'activité qui est la programmation informatique. Figurez-vous que Google, depuis 10 ans, référence ces articles techniques. Figurez-vous que chaque jour, désormais, j'ai à peu près entre 1500 et 2000 personnes qui, chaque jour, consomment le contenu que j'ai mis à disposition. Et parmi ces gens-là, il y a des gens d'EDF, il y a des gens de BNP Paribas, il y a des gens de HSBC, il y a des gens de l'Assemblée nationale française, il y a des gens de Ecobank, des gens de BCAO. Et ces gens-là trouvent dans mon contenu des réponses à leurs problèmes. Alors, lorsqu'il s'agit de se former, entre guillemets, sérieusement, ils n'hésitent pas, ils nous contactent. C'est comme ça, François, que j'ai pu avoir un portefeuille client qui est celui que j'ai aujourd'hui. J'avais désormais des bons de commande de grandes sociétés comme SAP, comme Orange en France, comme Orange au Mali, comme Orange au Sénégal, des bons de commande avec Obgis fournisseurs. Parce qu'il y a eu une relation affective qui s'est créée dès lors que je leur ai apporté du contenu qui répondait à leurs problèmes, leur salarié a insisté pour qu'ils soient formés avec Obgis. Voilà la réponse à la question comment je me suis démarqué. Et à partir de là, les choses sont allées vraiment dans le bon sens pour Obgis et je n'ai pas eu besoin d'avoir un commercial à temps plein pour aller démarcher, pour aller prospecter. Tribu Digital,
Partagez, offrez de la valeur à votre audience, comme Douglas le fait sur son site avec ses articles. Vous allez être référencé dans Google, vous résolvez des problèmes. Douglas, merci. Et si vous pouviez alors résumer la leçon clé que vous avez retirée de cette expérience, quelle serait-elle ? Je veux dire, en quelques mots, que pensez-vous que la tribu digitale doive retenir comme leçon de votre expérience ? Alors, il faut donner pour recevoir. Il faut donner pour recevoir, donner de votre savoir-faire, et les autres vont revenir vers vous pour ce savoir-faire. Donnez un peu, vous recevrez beaucoup. Voilà, d'après moi, la leçon qui est celle que je retiens et qui fait aujourd'hui ma joie, non seulement dans Obgis, mais également dans Dimicoder. Aujourd'hui, Dimicoder, c'est pour moi 3 pays que je suis allé démarcher, entre guillemets, avec un travail de réseautage, un travail où je donne des cours à des jeunes en leur disant, écoutez, moi, les cours que je vous donne, il y a des entreprises qui me payent 1 000 € par jour pour que je les donne, mais je vous les donne à vous parce que grâce à vous, ça va donner un sens à ma vie. Et vous savez que ce sont ces mêmes jeunes aujourd'hui qui prennent le relais sur le terrain. Là, je vous parle de Lyon, mais à partir à Abidjan, j'ai un jeune que j'ai formé à Java et aujourd'hui à qui je fais confiance et qui dirige mes affaires sur la Côte d'Ivoire. Extraordinaire. Et il a pris des initiatives que je ne soupçonnais pas, que je soutiens, et aujourd'hui, ça fait ma joie. Parce que c'est une personne aujourd'hui qui s'épanouit, c'est une personne qui est inspirante aussi pour d'autres, et qui prend le relais. Et pour moi, c'est beaucoup. Le fameux sens que je voulais donner à ma vie, là, je suis comblé sur ce pays. Et les perspectives sont encore spectaculaires, puisqu'il va inspirer d'autres, qui vont encore inspirer d'autres, et ça, c'est extraordinaire. Donc, il faut donner pour recevoir. J'ai donné, je reçois. Donner pour recevoir. Douglas, merci beaucoup. Nous sommes maintenant arrivés à la partie des questions flash. Alors ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Quelle est votre définition du succès ? Le succès, c'est être en harmonie avec soi-même, avec ses valeurs et pouvoir subvenir à ses besoins. À quoi ressemble votre journée type ? Journée type, le matin, je vais former des professionnels. L'après-midi, je vais être en relation avec une de mes antennes dans les pays, d'accord ? Et puis le soir, je fais un point avec certains bénéficiaires de Dimicoder et puis certains partenaires pour construire l'aventure encore. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? Un livre pratique. Alors, ce serait peut-être... j'ai beaucoup aimé le livre Ma vie de patron de Jack Welch, un ancien patron donc de General Electric, parce qu'il donne justement son parcours, comment il a pu, année après année, bâtir son positionnement, bâtir son succès avec des réponses simples à des situations simples qui vont dans le management et qui sont souvent bourrés de bon sens. Quels outils ou applis productivité ou autres utilisez-vous régulièrement ? Alors, j'utilise beaucoup Google Agenda pour gérer mes rendez-vous, et puis de façon beaucoup plus classique, Skype pour des rendez-vous, WhatsApp. Je suis devenu accro à WhatsApp depuis quelque temps. J'ai découvert ça grâce à mes bénéficiaires au Cameroun qui ont créé un groupe WhatsApp. Et depuis, moi aussi, je suis fan. J'ai créé des groupes avec mes frères et sœurs. J'ai créé des groupes. Non, je suis vraiment fan. Tout le monde va finir sur WhatsApp. Ah ouais, c'est fou, quoi. Wow. Alors, qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment ? Alors, il y a évidemment 10 000 codeurs, mais quels sont les domaines qui vous paraissent prometteurs ? Alors, ce qui m'inspire au-delà de Dimicoder, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose entre l'Europe et l'Afrique. Ouais. Je sens que l'Europe, entre guillemets, se réveille, et l'Europe va vers l'Afrique. L'Europe se tourne vers l'Afrique, et je vous parle à un moment donné précis, puisque on vient d'être validé pour aller à Abidjan, au sommet Union européenne, Union africaine. L'Europe a identifié 100 startups qui vont représenter, entre guillemets, le digital. Europe-Afrique, 50 Europe, 50 européennes, 50 africaines. Et j'ai une sensation aussi globale, je parle aussi pour la France, que la France a une autre attitude, entre guillemets, en tout cas dans le digital avec l'Afrique. Et ça me réjouit beaucoup. Moi qui suis à la croisée des chemins.
cher François. Moi qui suis né en Afrique, qui ai fait toutes mes études en France et qui aujourd'hui fait du business en France et j'ai envie de faire du business en Afrique, je sens qu'il y a une nouvelle donne. Et ça me passionne. Ça me passionne de devenir finalement, moi qui ai cru depuis 10 ans, de devenir justement potentiellement un repère pour des jeunes en Afrique, mais aussi potentiellement un repère pour d'autres personnes de la diaspora qui, comme moi, aimeraient apporter aimeraient contribuer, aimeraient devenir un vrai pont, voudraient donner aussi du sens à leur vie, mais ne savent pas comment faire, ne savent pas comment commencer. Et je pense que là aussi, j'ai une responsabilité. Donc, c'est ça qui me passionne, c'est de créer cette dynamique pour l'Afrique, mais aussi surtout pour l'Europe, et afin que l'Europe-Afrique puisse ensemble travailler pour des intérêts partagés. Ça me passionne. Nour Bouaklin, que vous avez interviewé d'ailleurs, et je vous en félicite. Nour, elle fait partie de cette nouvelle génération de jeunes, des quadras, qui ont une expérience professionnelle, qui ont soit un pied là-bas, un pied ici, qui respectent les deux cultures et qui ont vraiment envie de devenir un pont. Donc, et ça, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Et mon travail aussi, une partie de mon travail, ça va être d'essayer de révéler d'autres qui sont peut-être moins présents, qui sont moins visibles, mais qui sont tout aussi compétents et tout aussi déterminés à apporter leur pierre à l'édifice. Ça fait partie de mes responsabilités à l'avenir. Merci Douglas pour ça. Et Tribu Digital, si vous n'avez pas encore écouté l'interview de Nour Bouaklin, je vous invite à l'écouter. Et la dernière question, c'est la question Back in Time, c'est ma préférée. Douglas, imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel nous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous d'un point de vue pratique? Quel plan ou conseil précis donneriez-vous à votre jeune alter ego pour réussir et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse? Alors, à 18 ans, je dirais il faut d'abord croire en soi, parce que tout vient de l'individu, tout vient de soi. Toutes les perceptions qu'on a, elles sont extérieures, mais il faut tout d'abord centrer sur soi. Si on est bien avec soi-même, si on a l'estime de soi, si on a la confiance en soi, on va pouvoir se forger une intime conviction et puis mettre en place des scénarios pour avancer. Et aussi, surtout, j'ai découvert, le fait d'être fort en soi-même, ça inspire aussi les autres. C'est-à-dire que les autres deviennent finalement inspirés par vous. Donc, premier conseil, ayez confiance en vous. Deuxième conseil, ayez une vision. Fixez-vous un objectif, pas seulement en termes professionnels, mais en termes de projet de vie. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez impacter? Ça, c'est le deuxième conseil. Il se trouve que moi, je me suis posé cette question-là plutôt à 40 ans. Mais à 18 ans, on pense pas forcément à ça. À 18 ans, peut-être on pense plus à faire ses preuves. Mais je pense qu'il faut aussi se dire quel est le sens que je donne à ma vie. Donc, petit 1, confiance en soi. Petit 2, avoir un projet de vie. Pas un projet forcément professionnel, mais un projet de vie. Et puis 3, faire ses preuves quand même. Faire ses preuves, choisir un secteur d'activité, faire ses preuves. Alors, ça peut être avec des études ou sans les études. Si on a la chance d'avoir fait des études, tant mieux. Mais il faut faire ses preuves. Après avoir fait ses preuves, on va pouvoir progressivement donner sens à sa vie et puis à atteindre, en fait, converger vers le deuxième objectif. Quatrième recommandation, c'est justement cette idée de donner. Voilà, il faut donner et il faut se mettre aussi au niveau des personnes. C'est-à-dire que moi, j'ai pu constater que mon premier retour en Afrique était très dur, puisque j'étais un peu hautain, en fait. J'étais un peu hautain. Ma culture, mon environnement fait que, je sais pas que je prenais les gens de haut, mais je dégageais cela. Et donc, il faut toujours essayer de se mettre à la place des uns et des autres, toujours se mettre à la place des personnes avec lesquelles on parle et leur envoyer un message subliminal qui est « Je suis avec toi. Je suis avec toi et j'ai besoin de toi pour avancer. Moi qui ne connais pas ton pays, je te demande de me dire quelles sont les coutumes. » Voilà un petit peu quelques éléments que je peux donner si j'avais 18 ans.
Tribu Digital, croyez en vous, fixez-vous un objectif de vie, il n'est jamais trop tôt, faites vos preuves et surtout donnez, partagez, mettez-vous à la place des autres. Douglas, merci. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de l'épisode. Merci d'avoir partagé généreusement toutes ces informations avec nous. Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Douglas vous inspirera à faire le grand saut. Alors Douglas, pour le mot de la fin, que diriez-vous à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer en tant qu'entrepreneur ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un seul conseil à leur donner, quel serait-il? Alors, le conseil, c'est, une fois de plus, ayez confiance en vous et puis essayez d'écrire sur papier votre projet, d'accord? Et essayez de vous entourer. Ça, c'est très important. Essayez de vous entourer des personnes qui vont entendre votre projet, qui ne vont pas en rire, mais qui seront peut-être les premiers grands frères dans votre aventure entrepreneuriale. Tribu Digital, entourez-vous des bonnes personnes. Douglas, vraiment merci, ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors avant de nous quitter, dites-nous comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digital vous écoute. Je suis souvent disponible sur Twitter, pour me suivre, sur Douglas Mbiandou, tout attaché. Et puis sur LinkedIn, j'écris des articles depuis maintenant quelques mois. J'en profite pour vous dire que sur LinkedIn, c'est un réseau que j'ai découvert et que vraiment c'est pour moi un espace d'expression vraiment optimal pour des personnes qui ont des idées, pour des personnes qui ont une vision, pour des personnes qui veulent aussi entraîner une tribu de professionnels. Alors, peut-être pour terminer, l'annonce que je vous donne, c'est l'annonce des 100, les 100 premiers bénéficiaires. Donc, nous avons réalisé un article là-dessus. J'invite ceux qui nous écoutent, j'invite la Tribu Digitale à découvrir chacun et chacune des 100 premiers bénéficiaires du programme 10 000 codeurs. Ce sont ces 100 pour lesquels la société Obgis a financé 90% de la formation. C'est sur ces 100 que nous allons nous inspirer pour montrer que nous sommes capables de former d'une part et d'insérer d'autre part. Donc, tout au long de 2018, nous tâcherons de donner des informations sur le scoring de ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles deviennent. Et puis, j'informe aussi la Tribu Digitale que elle pourra me retrouver régulièrement dans les différents pays. Donc, n'hésitez pas à m'approcher si vous êtes au Cameroun, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes au Sénégal. Et bientôt, là, c'est quelques scoops réservés à la tribu. Je vous informe qu'en février, en République démocratique du Congo, nous allons lancer 10 000 codeurs RDC. Nous allons lancer 10 000 codeurs Congo-Brazzaville au mois d'avril. Nous sommes en discussion pour le Gabon. Et nous souhaitons, plus que tout, créer un espèce de certificat qui sera valable en fait dans tous les pays africains et par-delà, avec cette volonté de préciser quels sont les nouveaux métiers qui sont les métiers du numérique, parce qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas encore, mais on va se positionner pour être une structure qui qualifie, qui forme des profils qui sont valables dans plusieurs pays. Voilà, donc c'est cette info que je voulais vous donner et qui va faire du bien aussi à nos futurs bénéficiaires. Tribu Digital, vous venez d'entendre Douglas Mbiandou partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigitale.fr et tapez Douglas dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Douglas sur LinkedIn et de le suivre sur ses réseaux sociaux. Allez vérifier et suivre 10 000 codeurs et surtout les nouvelles initiatives 10 000 codeurs RDC. Nous mettrons tous les liens sur Internet également. Douglas, merci encore d'avoir partagé avec nous votre aventure. Au revoir et je vous retrouve en backstage. Merci beaucoup. Au revoir. Hey yo, Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Douglas. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @revodigital et Facebook/Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait.
Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!